Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et de la vaccination durant ce mois de Ramadan avec nos experts. À ce titre, nous avons invité Emmanuel André, qui est médecin microbiologiste. Il est également chercheur dans tout ce qui touche aux maladies infectieuses. Il a été porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19 et il a développé des stratégies pour la prise en charge de cette maladie en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes professeur à la KUL, hein, c'est ça ? C'est bien ça. Voilà. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons également avec nous Monsieur Nordine Smaili, professeur de religion islamique et coprésident de l'exécutif des musulmans de Belgique. Alors, merci d'être avec nous, Monsieur Smaili. Avec plaisir. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder le jeûne à travers le prisme de la pandémie du Covid-19 que nous vivons actuellement. La Belgique a commencé à vacciner en janvier 2021 et a atteint ce mardi 13 avril le cap des 2 millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Les musulmans aussi sont invités à se faire vacciner durant cette période et nous allons justement discuter de ce point avec nos experts. Donc, je voulais d'abord commencer avec Monsieur André, parce que je pense que c'est important. Pourriez-vous d'abord commencer par expliquer à nos auditeurs ce qu'est la vaccination et pourquoi c'est important finalement de se faire vacciner ? Donc, la vaccination, c'est quand on est exposé en tant que communauté à une maladie qui se transmet, c'est essayer d'entraîner notre immunité, entraîner notre corps à ce qu'il puisse répondre à l'agression via un microbe, un virus, une bactérie, en vaccinant, c'est-à-dire en mettant une petite partie de ce microbe et que nos anticorps puissent se multiplier, se déployer, et qu'au moment où on va rencontrer ce virus, par exemple dans le cas du Covid, eh bien, notre immunité sera déjà très très efficace. Et donc, c'est bien ça qu'on voit avec la vaccination aujourd'hui, c'est que quand les personnes qui ont été vaccinées, eh bien, elles ne font plus de forme sévère de la maladie. Et donc, quelque part, c'est un virus qui va peut-être continuer à circuler, mais quand on aura vacciné, et certainement les personnes les plus fragiles, eh bien, on n'aura plus de forme très sévère de la maladie, de personnes qui devront être hospitalisées, de personnes qui seront en soins intensifs et qui vont décéder. Il y en aura peut-être encore quelques-uns, mais en tant que problème de santé publique, ce sera un problème résolu. D'accord, donc en fait, on pourra encore l'avoir alors ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les vaccins ne sont jamais efficaces à 100%. Donc ça veut dire que des personnes qui ont été vaccinées, comme moi par exemple, j'ai été vacciné, c'est possible que j'acquière l'infection, mais je ne vais plus développer de forme sévère de la maladie. Et donc, je fais encore attention, moi, dans ma vie quotidienne, parce que je sais que je peux éventuellement recevoir le virus et surtout le transmettre. Et donc, une fois qu'on est vacciné, on ne va plus avoir ces formes sévères. Et là, les vaccins sont très, très efficaces pour prévenir ces formes qu'on veut absolument éviter. Alors, je reviens vers Monsieur Smaili. Peut-être pourriez-vous nous dire en quoi consiste tout simplement le mois de Ramadan pour que nos auditeurs puissent comprendre ? D'accord. Donc, la première des choses, le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de l'année lunaire. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent « je fais le Ramadan ». Ça ne se dit pas. Il faut dire « je jeûne pendant le Ramadan ». Ça, c'est très important. Jeûner, c'est quoi exactement ? C'est ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir des rapports durant la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de satisfaire Dieu, étant donné que c'est une adoration. Troisième chose, on imite Dieu parce que Dieu ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, etc. Donc, durant le mois de Ramadan, on ne mange pas et on ne boit pas, justement pour nous élever au niveau divinité. C'est vrai, donc c'est un divin, donc en réalité on joue un peu le divin. Et alors, il ne faut pas se battre non plus, donc il faut surveiller ce qu'on regarde, surveiller ce qu'on entend, surveiller ce qu'on dit, et avoir un comportement exemplaire et sortir de cette école qu'on appelle l'école du Ramadan, avec beaucoup de valeurs, et en plus la santé. Étant donné qu'on parle de la Covid, je pense que c'est très important de comprendre que jeûner, le prophète le dit comme ça, jeûnez, vous aurez la santé. Donc si on jeûne, on a la santé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous êtes médecin, tous les sucres qui sont accumulés dans le corps sont à peu près vidés et renouvelés durant ce mois de Ramadan. Une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il faut comprendre que c'est la 4e base de l'islam. Donc celui qui ne jeûne pas, c'est un problème pour lui. Parce que c'est la 4e base de l'islam.
Ça a été instauré au niveau des bases en l'an 2 de l'Hégire. Donc ça veut dire 13, 14, vers 15. L'an 15 après la révélation. Qui doit jeûner? Les pubères. Donc ce ne sont que les pubères. Les hommes et les femmes. Donc s'ils ne sont pas pubères, ils ne sont pas obligés. Il faut qu'ils soient musulmans aussi. Celui qui n'est pas musulman, donc il ne va pas jeûner pour avoir une récompense par Dieu. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que Dieu absout toutes les fautes qu'on a faites. Parce que Ramadan vient de Ramad. Et Ramad, c'est la chaleur intense. Si vous prenez maintenant l'or, le fer, etc., il faut les porter à ébullition pour justement retirer toutes les saletés qui sont dedans. Et après, on aura de l'or pur et on aura, je dirais, du fer pur, etc. Donc, ça veut dire que ce Ramadan-là, pour nous, il est très, très important. On imite aussi les anges, parce que les anges ne boivent pas, ne mangent pas, etc. Donc, on les imite pendant, je dirais, 1 mois. Ça nous permet aussi de nous contrôler. Contrôler la colère, contrôler la faim, contrôler la boisson. Même quand on est en présence de ça, ça devient interdit pendant toute une journée. Il faut aussi comprendre que l'islam ne l'a pas instauré seulement pour les musulmans, ça a été prescrit pour les générations avant. Donc vous avez le carême chez les chrétiens, vous avez le kippour chez les juifs, et vous avez le ramadan, le jeûne chez les musulmans. Maintenant, d'après ce que je sais, c'est qu'en Russie, on a installé des hôpitaux justement pour pousser les gens à jeûner et à arrêter de manger. Nous avons un hadith qui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement et nettement, je dirais Beytudda, donc la maison de toutes les maladies, c'est l'estomac. Si on arrive à contrôler ça, c'est très bien. Maintenant, il y a, si vous voulez, un hadith qui n'est pas très juste, mais il dit il faut partager en 3 10. Donc les 10 premières journées du mois de Ramadan, c'est la miséricorde de Dieu. Les 10 suivantes, c'est le pardon de Dieu. Et la dernière, c'est la sauvegarde de la personne. Donc elle est sauvée, c'est elle jeûne correctement. Au paradis, il y a 8 portes. Et une des portes s'appelle Rayyan. Elle est spécifiquement pour ceux qui jeûnent le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan aussi, c'est le mois de la révélation du Coran. La nuit du 27e jour du mois de Ramadan, on appelle ça la nuit du décret. Cette nuit-là, c'est la nuit de la planification de la nourriture, de la pluie, des tremblements de terre, de tout, je dirais, est planifié pour 1 an, cette nuit du décret, la nuit du 27e jour du mois de Ramadan. Si on atteint cette journée-là, en tant que musulman, donc Dieu dit que tout simplement celui qui atteint cette journée-là, Dieu lui donne un cadeau de 83 ans de pardon. Donc ça veut dire, si je jeûne le Ramadan, Dieu efface toutes les fautes que j'ai faites pendant la vie. Mais il n'efface pas les fautes qu'on a faites vis-à-vis d'une personne. Dieu ne pardonne pas ça. Ou un animal. Dieu ne pardonne pas ça. Donc vous avez, avant d'arriver, je dirais, au dernier pont, qu'on appelle Sirat, pour aller au paradis, il y a 7 ponts. Donc les 5 bases de l'islam, donc ça c'est rien. Et vous avez le 6e pont, c'est le lavage rituel, étant donné que nous, en tant que musulmans, on se lave. Si maintenant on a fait l'amour à sa femme, etc. Donc on doit se laver. Et la femme doit aussi se laver. Mais le problème, c'est le 7e pont. Toutes les personnes lésées nous attendront là-bas. Même si on a tout réussi, si on a fait du mal à un animal, on a fait du mal à un être humain, quelle qu'elle soit sa conviction, il nous attendra là-bas. C'est-à-dire, on n'échappera pas. Et heureusement qu'il y a le jugement dernier où chacun va rendre compte des actions qu'il a faites auparavant. Donc, cette nuit est très importante parce que ça nous remet en question. Je stoppe, je dis, je contrôle la faim, je contrôle la soif, je contrôle ma colère, j'essaie d'avoir un corps sain, donc pendant tout le mois du Ramadan. J'ajoute une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il faut remplir son temps par, je dirais, ce qu'on appelle le rappel de Dieu, et ça c'est très important. Il ne faut pas passer son temps à gambader à gauche et à droite, et à chercher la bagarre, donc ça en islam c'est interdit. Et alors même un mot qui est dit par le prophète qui est très important, si quelqu'un te cherche misère, tu lui dis je jeûne. Dis-lui je jeûne. Donc ça veut dire moi je ne vais pas me battre avec toi, je ne vais pas te dire des saletés, rien. Parce que sinon je vais rater mon jeûne.
Donc c'est une éducation pour moi, elle est extraordinaire. Donc ça me permet le contrôle de la colère et ça me permet aussi d'avoir une relation sociale. C'est pas parce qu'on m'a cherché misère que je vais répondre par l'agressivité. Donc il est strictement interdit aux musulmans d'agresser quelqu'un ou de chercher, je dirais, la misère à quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est un mois, pour moi, c'est un stage d'1 an. Ouais, ce qui est vraiment bien, je vais dire un mot et après je vous laisserai parler. Si vous avez remarqué, c'est lunaire. C'est lunaire. Donc chaque année, il recule de 11 jours. Pourquoi? Parce que si vous prenez la Terre, donc au-dessus, si vous avez l'hiver, en bas, vous avez l'été. Donc si vous partagez la Terre en 2 sphères, dans les hémisphères, donc l'hémisphère, je dirais, nord et l'hémisphère sud, donc si vous avez l'hiver en haut et vous avez l'été en bas, ben, les gens vont jeûner tout le temps en hiver et les autres vont jeûner tout le temps en été. Donc c'est pas logique, il faudrait qu'on soit entraîné et que le corps résiste aux 4 saisons. Et c'est pour ça qu'il fait le tour de l'année. Voilà, donc on l'entend, le mois de Ramadan, c'est un mois particulier et c'est un mois aussi qui demande beaucoup d'efforts aux musulmans, hein, au niveau de la gestion des émotions, vous en avez parlé, au niveau de la gestion de son corps aussi et du sentiment de faim qu'on peut ressentir. Voilà, c'est un gros effort que les musulmans doivent faire et cette année, même l'année passée aussi, c'était déjà dans cette période de Covid, c'était déjà pas évident. Mais là, on rajoute en plus le vaccin et donc on en discutera tout à l'heure si oui ou non il faut faire le vaccin, si danger ou pas il y a. Mais d'abord, j'aimerais comprendre un peu plus avec le docteur André, tiens, finalement, quels sont les mécanismes d'action du vaccin contre le Covid et est-ce que c'est différent des autres vaccins ou ça fonctionne de la même manière? Donc, quand on parle de vaccins, il y a plusieurs types de vaccins. Ça, je crois que maintenant, tout le monde est bien au courant. On connaît maintenant les marques même des vaccins. Les vaccins qu'on a reçus quand on était enfant, les vaccins qu'on donne à nos enfants, les vaccins que l'on prend quand on voyage, quand vous allez faire le pèlerinage à la Mecque, tout ça, ce sont des vaccins qui sont connus depuis des années. Le vaccin contre la fièvre jaune, par exemple, ça fait déjà des décennies, ça fait plus de 50 ans qu'on l'utilise et il fonctionne sur le principe d'un virus, dans ce cas-là, atténué. Les vaccins qu'on utilise contre le Covid, ce sont soit des virus à ARN, ces fameux, soit des vaccins à ARN, pardon. Donc ça, c'est un petit bout de code génétique du virus, pas l'entièreté. Donc c'est vraiment un petit morceau de son code génétique qui va être injecté dans notre corps et qui ne va pas rentrer dans le noyau de nos cellules, là où est stocké notre code génétique à nous. Mais il va utiliser ce qui est à l'intérieur de nos cellules pour produire une petite protéine du virus. Et c'est cette protéine qui va créer une réaction immunitaire dans notre corps. Donc, un vaccin ARN, c'est vraiment un tout petit fragment de code génétique du virus qui n'est pas capable de s'automultiplier, qui n'est pas capable de rentrer dans notre code génétique à nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là de façon transitoire, qui va faire que nos cellules vont produire une petite protéine du virus. Vous voyez, quand on regarde le virus, c'est une boule avec des petits champignons sur le côté. Eh bien, le vaccin ARN, il va juste faire produire les petits champignons sur le côté. Et donc, notre corps va s'entraîner à reconnaître ces fameux petits champignons qu'on appelle la protéine spike. Et donc, ça, c'est comment fonctionnent les vaccins ARN. Il y a d'autres types de vaccins qu'on appelle les vaccins à vecteur viral. À vecteur viral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce même petit morceau de code génétique du virus, celui qui fabrique le petit champignon de nouveau, va être mis dans un virus, un autre virus qui est inoffensif pour l'homme. Dans le cas du vaccin AstraZeneca, dans le cas du vaccin Johnson & Johnson, mais Sputnik aussi, le vaccin russe par exemple, ou certains vaccins chinois, on va donc faire porter à un autre virus ce petit code qui va faire que quand ce vaccin sera introduit, eh bien, ce virus va un petit peu se multiplier dans notre corps, mais il va aussi faire produire ce fameux petit champignon, et c'est ça qui va produire les réactions immunitaires. Donc, tous les vaccins fonctionnent un peu de la même manière. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'injecter soit ce qu'on appelle l'antigène, le petit champignon dans ce cas-ci, soit donc faire fabriquer l'antigène pour que notre corps puisse s'entraîner et développer une immunité pour que le jour où on va rencontrer le virus, on sera directement
bien protégés. Et donc l'idée, c'est de stimuler la réaction immunitaire. C'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment stimuler la réaction immunitaire par rapport à un antigène qu'on ne connaît pas encore. Ce virus est nouveau encore pour beaucoup d'entre nous. On ne l'a pas encore rencontré et c'est pour ça qu'on est tellement fragile. Les virus qu'on rencontre chaque année, eh bien, on s'est petit à petit entraîné et donc là, on est bien protégé. Mais un nouveau virus, un virus émergent, c'est vraiment pour ça qu'on a besoin d'un vaccin. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Notre corps ne le connaît pas. Il faut qu'il s'entraîne. Ok, super. Alors, on va s'arrêter quelques instants, faire une petite pause. Restez avec nous. Aujourd'hui, on parle donc du Covid dans cette période de Ramadan avec nos deux experts, l'un vis-à-vis de l'islam et l'autre vis-à-vis du Covid. Donc, je vous dis à tout de suite sur Arabelle FM au 106.8. N'hésitez pas à nous poser aussi toutes vos questions au 0488 106 800. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons du Ramadan et du vaccin Covid-19. Donc, juste avant la pause, le docteur André nous expliquait un petit peu comment fonctionnaient les vaccins, les différents mécanismes. Il nous en a parlé de deux plus précisément. Il nous expliquait aussi que l'utilité du vaccin, c'était finalement de stimuler l'immunité, un peu comme si on développait des petits soldats à l'intérieur de nous pour combattre cette maladie. C'est en connaissant mieux son ennemi qu'on apprend à le vaincre et c'est un peu ça l'idée. Voilà, alors Monsieur Smiley, je voulais vous demander qui sont les personnes qui sont exemptées de jeûner? D'accord. Ici, il n'y a que les personnes pubères qui jeûnent. Qui veut dire pubère, il faut voir un petit peu l'âge aussi, parce que maintenant, il y a des filles qui sont réglées vers 11 ans, etc. Je crois que c'est trop jeune, il faut attendre au moins 15 ans. Comme ça résolve un tout petit peu les problèmes, je dirais pour beaucoup de personnes. Parce que les petites jeunes filles, donc il ne faut pas leur demander de jeûner, c'est trop... Ils ne comprennent pas déjà l'utilité. Ça, c'est la première des choses. Et alors, moi, je les mets de côté. Je dis, ils ne jeûnent pas, jusqu'à l'âge de 15 ans au moins, que ce soit garçon ou fille. Maintenant, les vieux et les vieilles, donc ça veut dire les gens qui sont âgés, ceux-là, ils ont l'autorisation, si maintenant ils ont une maladie incurable, de manger sans aucun problème, mais ils doivent nourrir un pauvre pour chaque journée mangée. Donc ça veut dire maintenant, donner 5 €, ça fait 150 € par mois. Si on rend quelqu'un heureux par ces 150 €, Dieu nous récompense. Ça, c'est un. Les maladies d'un jour ou deux, ça existe aussi. Durant le mois de Ramadan, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, etc. Je peux manger autant de jours jusqu'à ce que je sois guéri et je les récupérer après le mois de Ramadan. Ah mais moi j'ai toujours mal à la tête pendant Ramadan la première semaine, pourtant je m'arrête pas de jeûner. Donc vous voulez dire quand même des maladies genre un état grippal ou quand même quand on est vraiment malade, parce que sinon là vous allez avoir la moitié de la Belgique qui va plus jeûner. Le Coran dit malade. Pour moi, celui qui se sent malade, il est malade. Parce que c'est une question de foi. Donc maintenant, on ne parle plus en cherchant les excuses. Je crois que si je suis musulman, c'est parce que je choisis d'être musulman. Je vous donne la définition, parce que cette définition, moi, j'aime bien. L'islam en tant que tel, c'est quoi exactement? Ce sont 3 mots. La liberté, la paix et le respect. Pour moi, c'est la meilleure définition qui existe. La liberté, parce que Dieu dit dans le Coran, pas de contrainte en religion. Donc on ne peut pas contraindre quelqu'un à devenir musulman. Tu as choisi, tu assumes. La paix, si vous remarquez, on se dit salam alaikum, donc la paix entre nous, on répond alaikum salam, la paix entre nous. Quand on fait la prière, moi j'ai recensé, à la fin de la prière, on dit salam alaikum à droite, salam alaikum à gauche. Si on compte tout, c'est une 30aine de fois qu'on est poussé à faire la paix. On est dans une religion qui pousse les gens vers la paix. Et ça, c'est quelque chose de super. Puis on arrive au respect, le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des lois, le respect des convictions, le respect des non-convictions. Et c'est ça l'islam que je suis en train de défendre. C'est vraiment la liberté, la paix et le respect. Si on a ça, c'est tranquille. Maintenant, la femme qui est réglée durant la période des règles, donc elle ne jeûne pas, elle se rattrape. Donc la prière est pardonnée, même si elle ne prie pas, mais le jeûne doit être rattrapé. La femme qui a des lochis, donc après, bien sûr, la naissance des enfants, etc., donc il n'y a pas de problème. Elle peut manger sans aucun problème, elle se rattrapera. La plupart des femmes, quand elles me posent la question, je leur dis, mettez un calendrier tout simplement, et chaque fois que vous avez jeûné un jour, durant les 365 jours, vous cochez
vous mettez V, c'est un jour qui est fait. Vous avez aussi les voyageurs. Donc, si maintenant on fait un voyage un peu plus long que 83 km, on a le droit de manger cette journée-là et on la récupérera après le ramadan. Donc, combien de kilomètres? 83 km. 83 km, c'est précis. Donc, oui, c'est précis. Donc, ils ont dit, maintenant, à quel moment est-ce qu'on mange? Je peux manger déjà à partir de chez soi, quoi. Avant de sortir, maintenant, je vais partir, je mange, je prends mon café, je prends le temps et je pars. Et je récupérerai les journées après. La femme qui est enceinte aussi, on lui dit qu'il y a une différence, mais je vous explique. Elle peut manger les derniers mois, les 4 derniers mois, si maintenant elles se sont capables de le faire. Donc, elle mange. Mais maintenant, est-ce qu'elle va compenser ça par 5 €? Et ben, les théologiens disent tout simplement que c'est la peur pour son bébé. Elle doit payer les 5 € pour les diminuer. La femme qui allait aussi son bébé, malheureusement, donc, je suis marié aussi, et que ma femme donc n'a pas su faire le mois de Ramadan, donc elle est restée quand même. Le second mois de Ramadan, elle ne s'est pas rattrapée parce qu'elle n'a pas eu le temps, parce qu'elle a l'été, etc. Donc c'est rien, c'est toujours le calendrier et on coche jusqu'à ce qu'on fasse les 30 jours 2 fois, parce qu'elle a raté de Ramadan, et on essaie de les faire. C'est cool, à la légère. Et c'est ça que j'aime bien, moi, en religion musulmane, c'est la simplicité. Et on dit que le prophète, quand il avait le choix entre 2 choses, une facile et une difficile, il prend la facile. Après, je voudrais repréciser quand même pour les femmes qui sont enceintes, donc c'est pas seulement les 4 derniers mois, les 3 premiers mois aussi, c'est très important de ne pas jeûner. Moi, je le dis quand même, mais vraiment, tout simplement parce que c'est le moment aussi où le cerveau du bébé commence à se former, où il y a au niveau de la tension, du sang, etc., qui doit vraiment massivement aller vers le bébé, le cœur du bébé, etc. Et donc, généralement, les 3 premiers mois, c'est quand même fortement déconseillé de jeûner aussi. Mais donc, la femme qui allait et la femme qui est enceinte ne sont pas obligées de jeûner. Maintenant, par rapport aux modalités de rattrapage, renseignez-vous, un peu comme monsieur vient de le dire, il y a différentes modalités pour rattraper le jeûne. Soit on le rattrape après, soit on nourrit un pauvre, en fonction de si on a peur pour le bébé ou si on a peur pour soi. C'est différent, mais dans tous les cas, c'est vrai que l'islam facilite un petit peu les choses. Mais donc, du coup, par rapport au vaccin, donc qu'est-ce qui pourrait annuler le jeûne? Est-ce que si on mange, on annule notre jeûne? Mais donc, si on s'injecte quelque chose, est-ce qu'on annule notre jeûne? Moi, je me suis posé la question aussi par rapport au fait que, par exemple, les personnes qui sont diabétiques, elles peuvent pas jeûner non plus. Elles peuvent pas jeûner, enfin en tout cas certains types de diabète, mais aussi parce qu'ils s'injectent de l'insuline. Et qu'est-ce qui ferait alors que si un musulman qui jeûne veut aller faire son vaccin, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il annule son jeûne ou pas? D'accord. Donc ici, il y a une chose très importante, c'est que, vous savez, on a les Baxter, on les connaît très bien, donc c'est nutritif. Ça, c'est interdit. Si maintenant il y a un vaccin, donc il faut aller le faire, ça n'annule en rien le jeûne, il ne faut pas se tracasser. Si maintenant on a un malaise après l'injection du vaccin et qu'on se sent très mal, on peut manger cette journée, on la refera sans aucun problème, c'est pardonné. Mais il ne faut pas commencer à manger parce que je vais me faire vacciner, donc je vais me remplir la panse avant, donc c'est pas logique. Donc ça, c'est pas logique. Quand on a un malaise, c'est excusé, pas de problème, on mange. Et on essaie de ne pas manger devant les autres. Parce que maintenant, les gens, dès qu'ils ont une excuse, ils commencent à manger devant... C'est quand même le respect de ce mois sacré qui est très important, qui est le mois de la révélation. Pourquoi on ne peut pas manger devant les autres? Moi, je suis bien curieuse de ça. Ouais. Pourquoi? C'est traditionnel ou c'est religieux, ça? Je dis, quand on est en société musulmane, entre nous... Et on n'est pas dans un pays musulman. Non, ici, il n'y a pas de problème. C'est pas ça. Hein. Vous voulez dire quoi, quand on est entre musulmans? Oui, quand vous allez faire votre vaccin au Ezel, on n'est pas entre musulmans. Si vous faites un petit malaise, vous mangez non, un petit ici, il n'y a pas de problème. Donc, si je vois, je dirais, mes concitoyens en train de manger, je vais en râler. Hein. Ne vous tracassez pas. Je dis que si je vois un musulman en train de manger, ça me fait râler quand même. C'est vrai? Je me dis qu'il ne respecte pas. Parce qu'il ne respecte pas. C'est traditionnel, ça, alors? Même au niveau du respect, je dis quand même, si vous voulez manger, rentrez chez vous et mangez. Un musulman doit respecter quand même les autres et respecter quand même le mois sacré. Il est très important de manger à l'intérieur et pas à l'extérieur. Sinon, les autres, ils vont expliquer ça autrement. Hein. Mais je pense qu'un musulman qui a peur de Dieu, il sait que de toute façon, si la personne mange, c'est qu'elle a une bonne raison.
Enfin, c'est logique. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Une femme qui est indisposée, de toute façon, les femmes, de manière générale, elles ne jeûnent que 21 jours par mois. Enfin, sur le mois du Ramadan, techniquement. Hein, voilà, une femme tout venant. Et donc, forcément, il y a une semaine par mois où elle mange. Et donc, et si elle mange, alors on va dire, oh, elle est bizarre. Pas devant les gens. Mais ça, c'est plus traditionnel, je pense, que religieux. Oui. Je pense que ça, c'est plus traditionnel. Je crois que et la religion et la tradition, ils vont de pair. Parce que de toute façon, si c'est une société, il n'y a pas que moi. Et comment est-ce que les autres vont juger, etc. Il faudrait que je pense aux autres. Sinon, les enfants, vous savez, maintenant, les enfants apprennent les actes des autres. « Papa, pourquoi est-ce qu'elle mange ?» Le père ne va pas lui expliquer qu'elle est indisposée parce qu'il n'a pas encore l'âge. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas lui expliquer ? Parce qu'il n'a pas encore l'âge. Ah oui, et c'est à quel âge qu'on peut expliquer ? Quand il commence à faire la différence entre les deux choses. Mais s'il pose déjà la question du fait qu'on ne jeûne pas, je pense que... Il ne parle pas de jeûne ici, il parle « Madame mange, pourquoi est-ce qu'elle mange ?» Donc il faudrait lui dire qu'elle est indisposée. Pourquoi pas ? Moi, je ne lui dirais pas. C'est vrai ? Elle n'a pas encore l'âge. Ah, ça se travaille. Moi, j'aime bien casser les tabous. Hein. Moi, j'avoue que j'allais prendre un verre d'eau aujourd'hui. Hein, donc, parce que voilà, je suis en congé. Donc, je me suis dit, bon, monsieur Smiley va pas apprécier. Alors, j'ai pas pris mon petit verre d'eau. Bon, alors, on va revenir un petit peu sur nos débats. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Donc là, j'entends qu'on peut se faire vacciner du coup quand on jeûne. Mais il y a quand même beaucoup de questions sur le fait comment le vaccin a-t-il été créé, testé, mis en place, parce que c'est vrai que les gens, finalement, je ne sais pas si c'est vraiment le Ramadan qui va poser question par rapport à ce vaccin. Il y a peut-être des gens qui vont avoir peur de le faire pendant qu'ils jeûnent, mais c'est plutôt la question de est-ce qu'on le fait ou pas, est-ce qu'on se vaccine ou pas, et est-ce qu'il a suffisamment été testé, est-ce qu'il est fiable finalement ? Donc, par rapport à ce vaccin, oui, tout le monde, et ce n'est pas uniquement les musulmans, tout le monde a voulu voir venir un vaccin. Puis au moment où il est arrivé, après avoir passé toutes les étapes, qui sont les étapes que demandent les autorités de vérification des médicaments, des vaccins, que demandent les scientifiques, une fois qu'il est arrivé, tout le monde a commencé à se méfier en disant mais est-ce que ça n'a pas été trop vite ? Comment ça se fait que ça marche ? Et donc il y a une certaine méfiance qui est arrivée, alors que quelque part c'était ce que le monde attendait. Donc il y a eu des scientifiques, des entreprises qui ont travaillé jour et nuit pendant 1 an pour pouvoir produire ce vaccin. Et donc on est arrivé aujourd'hui avec un vaccin qui a passé tous les tests nécessaires, les mêmes tests et voire même plus que ceux qu'on a fait pour des vaccins qu'on utilise depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, on a des millions et des centaines de millions de personnes qui ont été vaccinées et on s'en rend bien compte. Dès qu'il y a une personne qui a un problème après un vaccin, c'est toute l'attention du monde qui est au courant de la dame au Danemark ou en Allemagne qui a eu un problème de coagulation. Une attention. Donc il y a un effet de loupe où tout le monde est extrêmement attentif. Alors que on n'a pas ça par rapport à toute une série d'autres médicaments. Il y a cette surveillance qui existe aussi, mais il n'y a pas cette attention, cette surmédiatisation. Et donc, pourtant, il peut y avoir aussi des effets secondaires pour les médicaments, pour les autres vaccins. Ça existe. Voilà, si on vaccine des millions, forcément, la probabilité qu'il y en ait au moins 1 ou 2 qui développent des effets secondaires, c'est un peu comme pour tout, en fait. Pour tous les médicaments, on peut avoir ça. Mais un Dafalgan, oui. Une aspirine, ça a ça a des effets secondaires aussi, qui sont rares aussi, mais quelque part, on les connaît, on sait que de temps en temps, ça peut être très grave, mais c'est extrêmement rare. Et donc, c'est pour ça qu'on laisse encore l'accès à la population à ces médicaments, c'est parce que les bénéfices sont bien plus importants que les risques qu'on encourt, même si on connaît ces risques. Et c'est important de connaître, et je crois que ça, tout le monde ici, autour de la table, apporte beaucoup d'importance au fait de savoir. Et donc, le vaccin, il est aussi extrêmement important quand j'entendais parler de respect, de communauté, de collectivité. Pourquoi ? Parce que quand on se vaccine, on se protège soi-même, surtout si on est une personne à risque, mais on protège surtout les autres. Et les autres, c'est toute la communauté, mais c'est avant tout les autres qui sont très proches de nous. Et donc, quand on se vaccine, on protège vraiment son entourage, sa communauté, sa collectivité. Et ça, je pense qu'il y a un message extrêmement important aussi, c'est que quand la Belgique va, à un moment donné, à partir du moment où on aura atteint un niveau de vaccination important, on parle de 70%, et qu'on va lever alors toute une série de restrictions qui vont faire que le virus va de nouveau pouvoir circuler de façon importante, si dans certaines communautés,
En fait, on n'est pas à 70%, mais on est à 30-40% parce qu'on a eu peur, on a hésité. Mais à ce moment-là, c'est cette communauté-là qui va être la plus exposée au virus et qui va continuer à vivre mais les effets néfastes de cette pandémie, alors que les autres seront protégés. Donc je crois que c'est important, en tant que communauté, de se rendre compte que si on n'y va pas ensemble, si on laisse des gens sur le côté, si on laisse certaines collectivités sur le côté, eh bien, c'est ces collectivités-là qui, pendant longtemps encore, vont devoir subir plus d'effets de cette épidémie. Ok, alors on continue sur cette discussion dans quelques instants. On s'arrête quelques minutes et on revient par rapport à ce sujet-là. On parle du Ramadan, du Covid-19 et du vaccin dans Santé pour tous. Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Alors, juste avant la pause, on parlait un petit peu avec le docteur André par rapport au fait que ce vaccin, il a été quand même testé, retesté. Vous disiez aussi que finalement, il est bien regardé à la loupe aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui disent aussi, oui, mais il a été testé, mais quand on voit les autres vaccins, il faut parfois 6, 7 ans, 8 ans pour développer un vaccin. Et là, en quelques mois, pop, il y a un vaccin qui est arrivé. Et donc, c'est pour ça que les gens sont souvent sceptiques. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là ? Bien, je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait pu aller vite. Et on a pu aller vite en raison de 2 éléments. Un, c'est qu'il y avait une urgence. Il n'y a jamais eu une telle urgence ces 20 dernières années que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est normal d'avoir été vite. C'est un réflexe. C'est ce qu'on attendait des producteurs de vaccins, c'est qu'ils fassent tout ce qui était possible pour aller le plus vite possible, tout en maintenant la qualité. Le deuxième élément, c'est que les technologies en médecine, en recherche biomédicale, évoluent chaque année. Chaque année, on fait des pages gigantesques. On apprend, on découvre énormément de choses. Et c'est grâce à cette recherche aussi que, aujourd'hui, le temps nécessaire pour développer un nouveau vaccin, avant de le tester, de le développer en laboratoire, ça peut prendre quelques semaines. Alors qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, c'est le moment où on a encore mis en place d'autres vaccins, ça prenait énormément de temps. Ça pouvait prendre plusieurs années. Donc ce temps a été réduit simplement parce que notre connaissance a évolué. Et ça, quel que soit le contexte ou non de pandémie, on est capable aujourd'hui de produire des fragments d'ARN, des fragments d'ADN de façon en laboratoire, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a encore quelques années. Oui, et donc ça, on peut dire, la technologie a évolué et peut-être on crée des vaccins régulièrement ou ça c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des nouveaux vaccins qui sont créés dernièrement ? Parce que là, il y a eu l'urgence, mais où c'est toujours les mêmes vaccins, ou alors nos vaccins de base sont améliorés chaque année, par exemple. Mais donc, il y a des vaccins qui existent depuis très 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 longtemps. Le vaccin contre la fièvre jaune, il existe depuis des décennies et des décennies. Il y a des vaccins qui existent depuis très longtemps. Et la logique en médecine et en santé publique, c'est quand il y a quelque chose qui fonctionne, on ne va pas chercher à le changer. On apprend à connaître un vaccin, on apprend à savoir bien l'observer. Et si ça marche, on ne va pas changer chaque année. On va garder un outil, puisque c'est précieux un vaccin qui fonctionne. Et donc, il y a de la recherche sur les vaccins qui a lieu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des maladies qui sont extrêmement graves, extrêmement répandues, par rapport auxquelles on n'a pas encore de vaccin, parce que c'est des maladies plus complexes. Pour stimuler l'immunité, c'est plus difficile. On pense à la tuberculose, où il y a un vaccin, mais qui fonctionne très mal. On pense à la malaria, il n'y a pas de vaccin. Il y a quelques essais cliniques, mais qui sont encore au tout début. On parlait du paludisme en off. Oui, du paludisme, donc la malaria. Ouais. Il y a le sida, le HIV. Donc tout ça, ce sont des maladies extrêmement importantes par rapport auxquelles on a énormément d'attention, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc quelque part, ce dont on a eu de la chance cette fois-ci, là où on a eu de la chance quelque part, c'est que ce fameux Covid, ce SARS-CoV-2, il n'est pas trop compliqué. D'un point de vue développement vaccinal. Et en plus, on a eu son cousin, il y a le SRAS, il y a une quinzaine d'années, qu'on avait déjà pas mal étudié. Et donc, on a pu rapidement transférer ce qu'on avait appris par rapport à ce virus qui avait émergé puis disparu. Eh bien, tout ce qu'on a acquis comme connaissance à ce moment-là, on a pu les réinjecter maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est toujours extrêmement important. Comment ça se fait que son cousin, il a émergé puis il a disparu, celui-là, il ne veut pas s'en aller ? Eh bien, parce qu'ils sont un peu différents. Et je pense qu'une pandémie comme celle-ci, c'est quelque part un accident.
c'est toujours au départ un accident. Ce sont des virus qui circulent chez les animaux, dans l'environnement naturel, des animaux qui ne sont pas spécialement en contact avec l'espèce humaine. Et puis parce que l'homme s'étend dans les lieux où la nature, normalement, est autonome, parce qu'on capture des animaux sauvages, qu'on les met dans des endroits au milieu de métropoles avec des millions d'habitants. On met ces animaux tous les uns tout près des autres, alors que normalement, dans la nature, ils sont plutôt en compétition, donc ils vont jamais se mettre de façon trop rapprochée. Et donc quelque part, quand on crée cet écosystème là où il y a des millions de personnes et tant d'espèces sauvages qui sont, comme c'était le cas dans le marché à Wuhan, qui sont concentrées les unes contre les autres, eh bien on a des chances que ces accidents se produisent, qu'un virus qui normalement ne devait jamais arriver chez l'homme, mais tout à coup y arrive, et tout à coup ça peut exploser. Et oui, l'ancien SRAS, celui qui a émergé il y a 17 ans, mais c'était autre chose. Il a été très transmissible, on a réussi à le contenir, celui-ci, notamment parce que tant de personnes ne sont pas malades quand elles sont infectées. Quand on n'est pas malade, on continue à voir... On ne se rend pas compte. Et c'est ça qui fait que cette maladie s'est propagée tellement vite. C'est pas à cause des gens qui sont très malades, c'est à cause de tous ceux qui ne l'étaient pas, mais qui transmettaient quand même le virus. Et c'est ça, quelque part, une force de ce virus pour se transmettre, c'est que il y a énormément de personnes qui ont été infectées, qui ont été pas malades, peu malades, et eux ont contribué à propager la maladie. Et alors, on a aussi une autre question, c'est comment ça se fait que il y a des pays qui sont très très en avance par rapport au pourcentage de vaccination. Ici, a priori, en Belgique, on serait plus ou moins à 20%, c'est ça ? Et du coup, voilà, il y a certains pays qui ont d'ailleurs complètement déconfiné avec la vaccination. Et puis maintenant, on parle d'un reconfinement. Voilà. Moi, la question, c'est est-ce que le vaccin est vraiment effectif ? Est-ce que ça fonctionne ? Parce que ces pays qui finalement ont choisi de déconfiner parce que tout le monde une grosse partie de la population était vaccinée. Comme vous disiez tout à l'heure, si on atteint les 70%, peut-être qu'on pourra penser à déconfiner. Mais avec là maintenant, avec finalement ce risque de dire il faut reconfiner malgré que 70% de la population soit vaccinée. Est-ce que le vaccin n'est pas encore effectif ? Est-ce qu'il faut attendre la deuxième dose pour qu'il soit effectif ? Qu'est-ce qui fait que finalement ça fonctionne pas encore tout à fait ? Donc il faut se rendre compte que le vaccin, quand on aura 70% de la population qui sera totalement vaccinée, c'est-à-dire avoir reçu les 2 doses et encore attendre un petit peu, puisqu'il faut le temps que la deuxième dose aussi fasse réellement son effet. À partir de ce moment-là, si on a vacciné de façon cohérente tout le monde, les personnes fragiles et les personnes qui ont le plus de contacts, etc., oui, on a atteint cette fameuse immunité collective où le virus continuera à circuler, parce que 30% de la population non vaccinée, c'est des millions de personnes, hein. Donc c'est pas peu, c'est suffisant pour que le virus circule, mais c'est quand on aura immunisé assez de personnes, il y aura beaucoup moins d'impact. Il y aura beaucoup moins de personnes qui seront sévèrement malades, le virus circulera moins vite, il sera à chaque fois freiné dans sa transmission par toutes ces personnes qui auront été vaccinées. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est que vacciner 70%, c'est vraiment vacciner 70%. Dans des grandes villes comme Bruxelles, comme Anvers, Liège, Charleroi, on est tous les uns contre les autres. Une ville, c'est une densité de population extrêmement importante. Et là, il faut faire très très attention qu'on atteigne vraiment cette couverture vaccinale, voire plus. Puisqu'on est plus proches les uns des autres, le virus, naturellement, c'est mieux se transmettre d'une personne à l'autre. Et donc, dans une ville, il faut chercher surtout à vacciner plus que moins. Et pourtant, dans une ville, et on sait qu'une ville, c'est cosmopolite. Les gens ont des références qui sont différentes, ont une acceptation par rapport au virus qui est différente. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ma plus grande crainte, c'est que certaines collectivités ou communautés bénéficient moins du vaccin parce qu'elles hésitent un peu plus que d'autres, et qu'au moment où on va relâcher le virus, ces communautés soient plus exposées. Et ça, ce serait vraiment dommageable. Et si dans une communauté comme la communauté musulmane à Bruxelles ou dans d'autres grandes villes est plus exposée qu'une autre, ça ne va que la pénaliser. Et ça, c'est vraiment mon message aujourd'hui, c'est qu'on est dans cette épidémie tous ensemble, toutes les communautés, quelles qu'elles soient, et tout le monde doit avoir accès de la même manière au vaccin. Et tout le monde doit
chercher à avoir accès à ce vaccin de la même manière. Et maintenant, on est dans l'urgence, il faut y aller. Il faut y aller parce que ça nous protège, ça protège les autres, ça protège ses proches. D'accord. Alors, Monsieur Smiley, je ne sais pas si vous savez répondre à cette question, mais est-ce que vous savez comment le jeûne impacte notre système immunitaire, justement ? Oui, donc ici, j'ai dit tantôt que tous les sucs sont renouvelés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la résistance du corps grâce au jeûne se développe. Si vous avez même chez les animaux, quand ils sont malades, ils ne mangent pas. Hein. Et ça a permis de guérir. Moi, quand j'ai mal au ventre, etc., je ne mange pas. Et ça marche très, très bien. Donc ça, si Dieu, moi, en tant que musulman, a imposé, en réalité, le jeûne, pas seulement aux musulmans, mais au monde, c'est qu'il connaît très bien ce qu'il a créé. Et il le dit clairement, donc c'est mieux pour vous de jeûner. Au niveau de l'historique, et ça c'est très important, au début, tout le monde n'était pas obligé de jeûner. Ceux qui ne voulaient pas jeûner ne jeûnaient pas. Ils payaient tout simplement, je dirais, un don qu'ils donnaient aux pauvres. Jusqu'à ce que, par après, Dieu l'a imposé totalement à tous les musulmans. Donc au début, celui qui ne voulait pas jeûner devait seulement donner de l'argent à la place, mais après, c'est devenu obligatoire à tous les musulmans. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que ceux qui jeûnent se protègent. Donc on a jeûné, vous avez la santé. De jeûner, ça va vous permettre d'avoir une immunité. Voilà, donc Rasoul sallam, le prophète, l'a répondu. Donc si vous voulez préserver votre santé, jeûnez. Et il y a aussi l'effet psychologique. Il n'y a pas seulement les maladies, je dirais, corporelles, même psychologiques. Étant donné qu'il dit, si vous voulez avoir la piété, avoir la crainte, développer votre foi, jeûnez. Et je crois que ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la personne, quand elle pense qu'à manger, on est à l'état, je dirais, animal beaucoup plus que humain. Et le but, c'est élever l'humain vers le haut, vers vraiment le divin. Et c'est pour ça que le ramadan est très important. Si vous avez remarqué, même les livres saints, que ce soit la Torah, l'Évangile ou le Coran, ont été révélés durant le mois de Ramadan. Alors, c'est vrai que voilà, par rapport à cette immunité, le jeûne est quelque chose de très bon pour la santé. Il y a des cliniques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Russie, mais il y en a aussi en Allemagne. Le jeûne intermittent aussi, c'est quelque chose de très à la mode d'ailleurs. Donc moi, je dis souvent que c'est pour purger un peu, pour enlever toutes les crasses. C'est un peu comme un moteur qu'on doit un petit peu nettoyer. Donc voilà, quand on jeûne, on enlève un petit peu les résidus. Et donc, c'est bon pour la santé. Ça stimule aussi un peu la réaction immunitaire. Mais du coup, c'est vrai qu'on se demande, voilà, si le fait de faire un vaccin et en même temps de jeûner, est-ce que c'est dangereux ou pas, docteur André ? Vous pensez que si on est en train de jeûner et qu'on fait ce vaccin, est-ce que ça peut être dangereux pour nous ? Donc, ce que je pense, c'est que quand on reçoit un vaccin, un peu comme aussi quand on va faire une prise de sang, etc., rien que la piqûre, l'effet que les gens peuvent ressentir, au-delà de la piqûre, c'est aussi... Les gens peuvent se sentir mal simplement en regardant l'aiguille. Et donc, quand on est dans un moment un peu de fragilité comme celui-là, le fait d'être à jeun, et certainement en début de Ramadan, où je pense que le jeûne est aussi plus compliqué d'un point de vue physique, eh bien, ça peut quelque part accentuer certains symptômes. Mais il n'y a pas de contre-indication, donc vous pouvez être à jeun et recevoir votre vaccin. Il n'y a aucun problème. Et ces vaccins, ils sont administrés dans un environnement qui est médicalisé. Donc, il y a des infirmiers, il y a des médecins qui sont sur place. Et si vous vous sentez mal, et ça peut être en partie lié au jeûne, en partie lié au fait d'avoir reçu une piqûre, eh bien, si vous vous sentez mal, on vous prendra en charge. Et donc, je pense que c'est extrêmement important comme message. Je veux dire, le jeûne, et il y a toutes les raisons religieuses qui ont été expliquées, mais d'un point de vue médical, il n'y a aucune contre-indication. Aujourd'hui, il faut aller se faire vacciner, et c'est pas parce qu'on jeûne qu'on doit trouver l'excuse. Je crois que
le vaccin, c'est aussi ce qui va nous libérer en tant que société, dans nos contacts, dans la façon dont on se comporte avec nos proches, avec nos grands-parents, avec nos parents. Et donc, ça, c'est vraiment aussi important. Et après la pause, je vais vous poser une autre petite question. Et enfin, on va laisser en attente nos éditeurs, mais parce qu'on va devoir s'arrêter. Mais est-ce qu'on peut reporter ce vaccin juste après Ramadan? Est-ce qu'on peut le faire après Ramadan? Mais on va discuter, voilà, si c'est possible ou pas. Donc, chers auditeurs, restez avec nous. On vient de terminer cette première partie. Nous parlons donc du Ramadan et du vaccin contre le Covid avec le docteur André Emmanuel et avec Monsieur Smaili qui est président de l'exécutif des musulmans et professeur de religion islamique. Je vous dis à tout de suite dans quelques instants. Voilà, vous êtes dans notre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne et de la vaccination durant ce mois de Ramadan avec notre expert, le docteur Emmanuel André, qui justement a beaucoup travaillé sur la Covid-19 et qui est chercheur, qui est aussi microbiologiste. Et enfin, Monsieur Smaili, qui est vice-président de l'exécutif des musulmans et qui est aussi professeur de religion islamique. Alors, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en direct au 0488 106 800. Vous pouvez aussi poser vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous official ou alors vraiment venir sur mon compte Insta, le Blic Virginie, sans problème. On répondra à toutes vos questions. Donc justement, j'avais posé cette petite question avant la pause. Voilà, est-ce que vous pouvez y répondre Donc la question c'était est-ce qu'on peut reporter Oui, est-ce qu'on peut reporter ce vaccin? Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire oui, mais bon, quand même, j'ai peur d'être malade. Voilà, je me dis bon, tant mieux, je sais pas grave, je vais aller le faire après Ramadan. Eh bien, certaines personnes ont souhaité à certains moments reporter leur vaccination pour toute une série de raisons qui d'habitude ne sont voilà, ce sont des raisons, c'était plutôt des peurs individuelles que des vraies raisons rationnelles. Ici, moi, ce qui me ferait peur aujourd'hui, si toute une communauté qui est extrêmement importante, qui est extrêmement présente, oui, surtout à Bruxelles et un peu partout en Belgique, s'il y avait cette volonté de reporter, eh bien, vu la façon dont les choses évoluent, semaine après semaine, vu la pression pour réouvrir tous les secteurs, etc., eh bien, moi, de façon intuitive, je me dis que dans les prochaines semaines, il va se passer beaucoup de choses. Un, parce que la vaccination augmente. Deux, parce qu'il y a toute une série de personnes, de métiers qui sont fatigués d'avoir dû fermer aussi longtemps. Oui. Et donc, oui... Ouais. On risque de décaler en fait le déconfinement et on risque de décaler l'immunité collective, c'est ça? Voilà, mais l'immunité collective, elle va continuer à se construire. Mais si on commence à la construire dans toutes les communautés, sauf la communauté musulmane, eh bien, on aura atteint les objectifs en tant que pays et donc il y aura une pression qui sera là pour dire, écoutez, on avait dit que à 70% on libérait, et à ce moment-là, si il y a encore toute la communauté musulmane qui n'a pas encore été vaccinée, ce sera extrêmement difficile, voire impossible, soyons sincères, de dire non, on va encore attendre un mois ou deux, le temps de rattraper. Je crois qu'il faut être tout à fait correct. Je crois que ce ne sera pas réaliste de pouvoir dire ok, on attend encore un petit peu parce qu'il y a eu cette volonté. Et je crois que de toute façon, le discours est clair. Il n'y a pas de raison ni médicale, ni, d'après ce que j'entends, religieuse, de reporter ce vaccin. Et donc, je pense que justement, il faut y aller. Il faut être parmi les premiers. Dès que vous êtes convoqué, allez-y. Vous protégez vos proches et vous participez à l'ensemble de l'effort de tout un pays, bien au-delà d'une communauté ou d'une autre. Justement, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est qu'il y a cette fameuse différence entre les différentes firmes pharmaceutiques. Donc, il y a des gens qui ont très très peur de ce fameux vaccin AstraZeneca. Est-ce que, en fonction des firmes pharmaceutiques, il y a une différence de qualité de vaccin
voilà, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah ben non, bah moi je veux pas l'AstraZeneca, je veux le Pfizer. Et alors en plus quand on arrive, on peut pas choisir son vaccin, et donc c'est celui qu'il y a et puis c'est tout. Et donc du coup, il y a des gens qui disent ah bah non, voilà, si c'est l'AstraZeneca, ben moi j'y vais pas, et si on peut pas me laisser choisir, j'y vais pas non plus. Donc il y a une grande peur de ces vaccins. Mais donc du coup, est-ce qu'il y a une perte de qualité en fonction du type de vaccin? Donc, les vaccins sont différents. Donc, le fait qu'on observe des différences, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'était prévisible. Le fait qu'on donne énormément de poids à ces différences, vu le contexte de cette crise mondiale, c'est un phénomène qui accompagne cette pandémie. Alors, aujourd'hui, tous les vaccins ont un avantage majeur par rapport au risque. Donc, en Belgique, il y a personne, il y a eu une personne qui a eu des problèmes de coagulation, mais il n'y a personne qui a eu un effet secondaire majeur lié à quel que soit le vaccin. Il y a eu des effets, des réactions médicales que les médecins ont pris en charge. Mais donc, aujourd'hui, tous les vaccins sont bons. Et donc, quand on a l'occasion de se faire vacciner, il faut y aller, parce que quel que soit le vaccin, il va vous donner énormément d'avantages. Dans 5 ans, dans 10 ans, oui, probablement que on va garder ceux qui, au cours de ces 5 ans ou 10 ans, auront gardé le plus de bénéfices par rapport aux autres. Il y aura une certaine compétition. Mais aujourd'hui, c'est les vaccins contre le virus. Et il y a une chance sur des millions d'avoir un effet secondaire grave avec un vaccin. Et il y a une chance sur quelques dizaines, sur quelques centaines, d'avoir des effets secondaires, d'avoir la maladie, de façon très sévère, d'être aux soins intensifs et de décéder. Et donc, la pondération, il faut la faire non pas entre les vaccins, il faut la faire entre la maladie et le vaccin. Et aujourd'hui, la maladie est beaucoup plus sévère. Et donc, que ce soit à mes parents, à mes patients, à qui que ce soit, je leur conseille, je leur recommande, je les supplie presque d'aller se faire vacciner. Oui, et c'est vrai que ça, par contre, beaucoup de personnes ne savent pas que, oui, en effet, on peut développer des effets secondaires suite au vaccin, mais c'est une chance sur 1 million, par exemple, enfin sur des millions. Et la chance de tomber gravement malade, entre guillemets, et d'en mourir, c'est une chance sur une centaine. Donc, proportionnellement, on va choisir évidemment là où il y a moins de chances de tomber gravement malade, notamment avec des effets secondaires. Mais donc, ces effets peuvent exister, mais ils sont moindres que le fait de développer la maladie. Et je pense que ça, c'est pour tous les vaccins. Il y a ces fameuses probabilités qui sont calculées pour tous les vaccins dans le monde. Monsieur Smiley, moi, j'avais une autre question qui était venue aussi des personnes qui ont préparé aussi cette émission, mais de monsieur et madame tout le monde. C'est sur quel texte de jurisprudence ou de fatwa on se base pour dire qu'on peut se vacciner durant la période de jeûne? Pourquoi on a le droit de se faire vacciner pendant la période de jeûne? Est-ce que qui est-ce qui a décidé ça, ou comment nos savants se sont mis d'accord par rapport à ça? Parce qu'on a aussi appelé des théologiens qui nous ont confirmé ce que vous nous avez dit, justement, mais sur base de quoi religieusement on a pris ça? Il faut comprendre qu'il y a une chose très simple. C'est que Dieu dit dans le Coran, clairement et nettement, si vous avez un problème, demandez aux personnes compétentes dans la matière. C'est-à-dire, moi, je suis compétent dans la religion, mais au niveau médecine, je suis nul. Qu'est-ce qu'ils font les théologiens? Et nous avons, heureusement, ici des théologiens. Donc, les théologiens, ils prennent contact avec les médecins. Ils leur disent, voilà, on a ce problème-là, quel est le verdict? Et quand le médecin dit, c'est ça, les théologiens suivent. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Demandez à ceux qui ont la connaissance. Demandez à ceux qui sont compétents. C'est un ordre divin. Donc, demandez à ceux qui sont compétents, ne demandez pas à ceux qui ne sont pas compétents. Donc, si une personne est compétente et qu'il nous dit que c'est comme ça, nous, on suit. Voyez-vous? Donc, c'est très simple. Que ce soit l'école malikite, ou hanbalite, ou hanafite, ou shafiite, les 4 écoles, il y en a 9, mais les écoles qu'on utilise jusqu'à maintenant sont d'accord que c'est les personnes compétentes qui doivent donner, je dirais, ce qu'on doit faire. Et donc là, c'est plutôt une fatwa qui dit, c'est une fatwa alors. C'est plutôt une fatwa qu'un texte religieux. Donc ici, la fatwa, moi personnellement, je parle de la fatwa au niveau religieux.
Mais ici, quand il s'agit des maladies et pandémies, etc., donc nous avons... Oui, il y a le hadith par rapport au fait de se préserver, de Exactement. rester chez soi. Oui. C'est ça. Mais il y a plus que ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu, avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, donc c'était le deuxième président de l'État musulman, il a été dans une ville, et cette ville, il y avait le choléra. Et alors lui, il a dit, si il y a le choléra, moi je ne rentre pas. On lui a dit, mais t'as peur? T'as peur du destin? Il a dit, non, je me sauve du destin vers le destin. Donc, que je sois à l'intérieur ou à l'extérieur, je suis dans le destin. Cela se rend en quarantaine. Il est strictement interdit. Il y a un hadith qui le dit. Il est strictement interdit à quelqu'un qui est malade de sortir de la quarantaine. Et quelqu'un qui est sain de rentrer. Donc, ça veut dire, c'est clair et net. Ça, oui, on doit se protéger dans notre religion. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas dire « j'attends mon destin, tant pis, je ne fais pas le vaccin, et tant pis, je vais aller voir ma famille, même s'il y a le Covid. C'est Dieu qui destinera le fait que je tombe malade. » Il y a plein de gens qui parlent comme ça. C'est n'importe quoi, parce qu'ici, il joue sur ce qu'on appelle le mektoub. Oui. Hein, ça veut dire l'écrit. Mais ça ne veut rien dire. Dieu sait ce qui va se passer. Il le sait. Mais personne n'est amené de force vers ça. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire je dois choisir, je dois raisonner. Comme des gens qui interdisent par exemple les assurances, etc. en disant bon, moi je ne vais pas payer. Non, on paye l'assurance et on fait tout pour préserver notre santé, préserver notre vie et préserver la vie d'autrui. On va prendre toutes les assurances non plus. Hein, on va pas... Oui, mais ça, bon, on va pas rentrer sur le débat des assurances, mais par rapport c'est plutôt la question du sabab. C'est-à-dire qu'il faut faire le sabab, de faire les choses correctement, parce qu'on ne peut pas dire, voilà, j'attends mon destin dans mon fauteuil. C'est un peu comme ceux qui disent, j'ai envie de trouver un travail, mais je reste assis dans mon fauteuil à attendre que le travail me tombe sur la tête ou que mon employeur ou qu'un employeur m'appelle. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, que ce soit pour le travail, que ce soit pour trouver l'amour, que ce soit pour sa santé, pour tout thème, il faut tout faire, le musulman doit tout faire pour se protéger, pour améliorer sa vie au quotidien. Et que ce soit au niveau de sa santé, au niveau de ses relations, au niveau de son travail, de sa vie active, il doit tout faire pour que ce soit de qualité. Et donc ici, s'il y a un danger, il doit se protéger, et bien évidemment, il doit se protéger. Et donc c'est un petit peu ça le message, c'est que Omar ibn Khattab, qui était quand même quelqu'un qui avait un sacré caractère dans notre religion, c'est un des califes avec le caractère le plus dur et le plus sévère dans la religion. Et donc, il a quand même dit, moi je ne rentre pas dans une ville où il y a le choléra. Donc vous l'entendez bien, il y a quand même cette question de se dire, ouais, finalement, on doit se protéger et on doit faire attention. Et même si on se sent fort et on se sent vigoureux, il est possible que les gens autour de vous ne le soient pas. Il est possible que dans vos familles, certains soient fragilisés. Et moi, je voudrais vraiment vous transmettre aussi ce message parce que, en tant que psychologue, moi, je suis là depuis le début de la pandémie, en première ligne. J'ai reçu énormément de patients qui vont pas bien du tout, et notamment beaucoup de patients qui ont perdu des membres de leur famille proche et qui aujourd'hui ne se le pardonnent pas, en fait, se culpabilisent d'avoir transmis le Covid à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à la famille, et qui justement se disent voilà, c'est ma faute si la personne est décédée. Et donc pour travailler ça après, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Souvent on se sent très fort parce qu'on se dit voilà, moi je suis en bonne santé, je risque rien, mais il faut aussi penser aux autres. Et donc là c'est vrai que après, vaccin ou pas, on est vraiment, cette émission c'est vraiment pour vous permettre de réfléchir à cette question du vaccin. C'est pas pour vous dire faites-le ou le faites pas, mais réfléchissez à la manière dont vous agissez en dehors du vaccin. Il y a aussi tout ce qui est gestes barrières, et on en discutera plus tard avec le docteur André. Vous vouliez intervenir, docteur André? Oui, je voulais simplement partager une observation de cette fameuse troisième vague ici. C'est que autant les deux premières vagues, on voyait surtout à l'hôpital, aux soins intensifs, des personnes très âgées et donc qui étaient aussi très très vulnérables. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a bien intégré, qu'il fallait protéger les personnes plus âgées. Mais maintenant, ces personnes, elles ont été en grande partie vaccinées, ou elles sont en train d'être vaccinées. Et maintenant, on voit dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, des vrais jeunes, des gens qui sont forts, qui sont solides, et on les voit arriver, et quand on voit l'état de leurs poumons, on se dit, mais soit ils vont rester là des mois, soit il va falloir leur transplanter leurs poumons, soit on ne va pas s'en sortir. Tellement les poumons sont abîmés par cette maladie. Voilà. Et donc quand on est fort, quand on se sent fort, il faut surtout reconnaître sa fragilité. Et aujourd'hui, oui, d'une certaine façon,
les personnes les plus vulnérables, ce sont de plus en plus des groupes plus jeunes. Pourquoi ? Parce que les plus âgés sont en train d'être protégés. Et donc, oui, nous, les plus jeunes, où on nous avait dit, vous, ça va aller, bien, aujourd'hui, ça devient le groupe qui est le plus présent dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Donc, faisons attention. Ne nous sentons pas plus forts. Reconnaissons plutôt la fragilité et notre vulnérabilité par rapport à ce virus. Et ce virus reste un virus très dangereux. Oui, c'est pas parce qu'on est croyant qu'on est immortel. En tout cas, ça c'est clair. Donc, voilà, on peut être croyant et avoir confiance au décret divin sans pour autant se mettre en danger et se dire, de toute façon, si je meurs, c'est Dieu qui l'a décidé. Donc, Oui, mais pour moi, personnellement, un croyant doit être quelqu'un de bien réveillé dans la société actuelle. Et l'adaptation de son comportement est recommandée par l'islam. Donc on ne se laisse pas aller, on fait attention, on demande, je dirais, des conseils aux autres qui sont beaucoup plus compétents que moi. Et si maintenant, il y a un hadith qui le dit, parce que vous comprenez l'arabe, je le dis, donc kullukum ra' wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Donc chacun de vous est responsable, il est responsable aussi des gens qui sont là. Donc ma responsabilité à moi, il n'est pas seulement à moi, mais à ma famille et aussi à mes concitoyens. Donc si maintenant je me sens malade, je suis dans l'obligation d'aller déjà vérifier ce que j'ai et par après faire en sorte à ce que je sois soigné. Il y a un autre hadith qui dit, tout ce que Dieu a créé, il a un médicament, il a un remède. Donc tout ce qui existe dans ce monde-là, il y a un remède. Il faut aller le chercher tout simplement. Alors, ici maintenant, justement, j'avais cette question pour le docteur André. Quelle est la tranche d'âge qui est la plus à risque et pourquoi doit-on prioriser cette population-là pour la vaccination ? Bien, donc la population la plus à risque, d'un point de vue de la maladie, de la sévérité de la maladie, ça reste les personnes les plus âgées. Donc ça, c'est un premier point. C'est d'ailleurs pour ça que la campagne de vaccination pour le Covid, elle a été en sens inverse par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour les autres maladies. D'habitude, c'est les enfants qu'on vaccine. Oui. Et ici, on a commencé par les personnes les plus âgées. Les autres personnes qui sont particulièrement à risque, c'est les personnes qui ont d'autres maladies chroniques, sous-jacentes. Et là, il y en a toute une série. Et je crois que les personnes savent se reconnaître. Les personnes qui ont des maladies sous-jacentes, eh bien, elles sont aussi plus à risque, d'une manière générale. Alors, maintenant, comme la vaccination progresse, le profil des personnes à risque, le profil des personnes qui arrivent à l'hôpital va aussi évoluer. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que maintenant, ça va de plus en plus devenir une maladie sévère, non pas pour les personnes très âgées, mais pour les cinquantenaires. Et puis après, ça va descendre. On va voir de moins en moins de personnes arriver à l'hôpital, mais de plus en plus, ce sera des personnes de plus en plus jeunes. Et donc, c'est pour ça que cette campagne de vaccination, il faut la faire vite et bien pour ne pas laisser dépendre la population, puisque tout le monde a besoin de ce vaccin, ne pas laisser traîner les choses, il faut vraiment y aller le plus vite possible. Et souvent, quand vous entendez les experts, on dit toujours qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. Il y a une chose sur laquelle on est vraiment d'accord, c'est qu'il faut donner ce vaccin à tout le monde le plus vite possible. Et donc, on veut toujours que la campagne de vaccination aille plus vite. Pourquoi ? Parce que il y a plein de raisons, mais il y a plein de gens qui souffrent des conditions de confinement. Enfin, il y a plein de gens qui font faillite. Il y a plein de gens qui sont en dépression. Enfin, moi, je peux le dire en tant que psychologue, c'est une catastrophe. Enfin, c'est même pas le Covid qui fait que les gens vont pas bien. C'est les conditions dans lesquelles on vit actuellement sont catastrophiques. Et donc, clairement, c'est pas facile. Donc, pour vous, vraiment, le fait de vacciner massivement, plus vite on vaccinera, plus vite on aura un retour à la normale et on pourra retrouver une vie plus ou moins normale à l'après. On verra l'après après Covid, mais l'idée c'était ça, quoi. C'est un peu ça. Mais l'idée c'est vraiment ça, que ce soit par rapport à la façon, à tout ce qu'on vit, par rapport aux mesures, par rapport au risque médical pur, par rapport à l'émergence des variants du virus. Tout ça, on peut le contrôler en allant se faire vacciner tous ensemble et rapidement. Ok, alors on revient à vous dans quelques instants, on s'arrête quelques minutes, on parle donc du Ramadan et de la vaccination contre le Covid-19. Restez avec nous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions 0488 106 800. À tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous avec nos experts. Alors en off, on y va dans les débats, on discute un petit peu de tout et c'est très très intéressant. Donc on va continuer ça avec vous. On parlait donc on a parlé des personnes qui étaient le plus à risque. Le docteur André disait justement que maintenant les jeunes étaient aussi touchés et que les poumons de ces personnes et aussi des conséquences que ça pouvait avoir à long terme, c'était quand même pas négligeable. Voilà, maintenant, il y avait d'autres questions qui revenaient aussi des auditeurs. C'est est-ce qu'on peut contracter la Covid-19 en se faisant vacciner ? Donc, pour la majorité des gens qui auront été vaccinés, le vaccin va empêcher une nouvelle infection. D'accord ? Donc on va être vraiment protégé. Nous-mêmes, on ne va pas être porteur du virus, on ne va pas être malade et on ne va pas non plus transmettre le virus. Mais on sait qu'un certain nombre de personnes vont quand même être porteurs du virus. Ils vont être exposés au virus par leur environnement. Si le virus circule beaucoup, ils vont être exposés. Et le virus va pouvoir un petit peu se multiplier dans notre corps, comme il a l'habitude de le faire, sans provoquer la maladie sévère, mais va pouvoir quand même éventuellement être transmis à nos contacts très rapprochés. Donc, être vacciné, ça ne veut pas dire ne plus jamais être porteur du virus. Ça veut dire diminuer très fort ces chances d'être porteur du virus, diminuer très fort les chances de transmettre la maladie. Mais si on est porteur, on aura peu de symptômes, puisqu'on est bien protégé d'un point de vue maladie sévère. Et donc, on va laisser tomber nos gestes barrières et les gens rapprochés autour de nous. Mais on ne se sent pas malade, on va les reprendre dans nos bras, et c'est comme ça qu'on peut transmettre alors. Et donc c'est pour ça que être vacciné, c'est important pour soi, mais c'est surtout important que ses proches soient vaccinés. Il faut qu'autour de vous, vous créiez ce réseau de personnes vaccinées pour que on puisse retrouver cette fameuse vie sociale, affective, peu importe, la plus normale possible dans nos familles, dans nos réseaux sociaux, pour que tous ces gestes du quotidien qu'on a tous envie de pouvoir retrouver, toutes ces discussions autour d'un café, ces discussions à table, n'importe où, qu'on puisse les revoir sans avoir derrière la tête ce fameux risque. Est-ce que je suis en train de transmettre ou est-ce que ou cette personne est en train de me transmettre le virus ? Et donc voilà, ça c'est vraiment un message important, c'est que le vaccin n'est jamais 100% efficace d'un point de vue transmission. C'est d'ailleurs pour ça que moi, aujourd'hui, je suis vacciné, j'ai mon masque. Mais par contre, au plus il y aura de personnes vaccinées autour de vous, au plus le vaccin va vraiment faire le travail de cette protection, de protéger tout le monde. Du coup, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc le vaccin, il est effectif, mais qu'après la deuxième dose, en fait. Donc le vaccin, il va commencer son activité dès le premier jour de la première dose. Mais notre corps, pour pouvoir atteindre un niveau d'immunité qui soit suffisant, qui soit très solide, ça va mettre un certain nombre de semaines. Et on va alors aussi donner une deuxième dose comme boost de l'immunité. Et donc l'immunité, on ne l'acquiert pas, ce n'est pas du on-off. Notre corps a besoin d'être entraîné pendant un certain nombre de jours, de semaines. Et donc c'est pour ça qu'on observe des gens qui se font infecter quelques jours, une semaine après leur première dose, mais c'est parce qu'ils n'ont pas atteint ce fameux niveau d'immunité. Donc c'est pas du on-off, c'est quelque chose de progressif. Et donc il faut être patient. Mais justement, enfin, moi je regardais un reportage qui est passé, je pense, début avril, où dans certains pays où il y avait un haut taux de vaccination, eh bien les personnes, elles pouvaient recommencer, enfin en tout cas les personnes vaccinées pouvaient recommencer à fréquenter des bars, etc. Enfin il y avait un fameux passeport de vaccination. Et bien justement, là, ils sont en train de reconfiner. Donc, c'est ces questions-là qu'on se pose. On se dit, alors quoi finalement ? Parce que si on est bien vacciné et qu'on reconfine, donc c'est que ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a toute cette peur de se dire, est-ce qu'on se fait vacciner pour rien, en fait ? Enfin, est-ce qu'on va s'inoculer la maladie pour rien ? Enfin, pour rien. Enfin, on s'entend bien. Hein. Moi, je vous renvoie un peu les questions qu'on nous envoie. Hein. Mais c'est extrêmement important de se les poser et il n'y a aucune mauvaise question. Et je crois que ce qui est dans une vaccination, il y a deux objectifs. Un, c'est protéger la personne en tant que telle. Donc là, il y a toujours un acquis, et certainement quand on a une personne plus fragile, plus âgée. Et donc là, il y a un bénéfice individuel. Et puis, il y a le bénéfice collectif. Mais
on ne peut arriver à vraiment éviter de nouveau des arrivées massives dans les hôpitaux de patients infectés que si on a vacciné de façon suffisamment large. Et comme je disais tout à l'heure, 70% de la population, même si on arrive à 50%, 70%, ça fait encore des millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc ça fait autant de personnes qui risquent de propager. De propager et de développer les formes sévères. Et donc c'est pour ça que une fois qu'on a atteint une immunité collective avec 70%, il faut continuer à construire. On ne s'arrête pas à 70%. Mais c'est à ce moment-là où on se dit, tiens, si c'est 70% bien réparti, eh bien, à partir de ce moment-là, on commence à relâcher un peu la bride. Et c'est là où, et c'est un message que j'ai déjà répété plusieurs fois aujourd'hui, il faut absolument que ce soit toutes les communautés qui soient à 70% à ce moment-là. Oui, il ne faut pas que ce soit juste une partie qui soit à 70% et les autres pas. Il ne faudrait pas que Bruxelles soit à 20 et tout le monde à 90 et qu'on déconfine le pays. Ah oui, parce qu'on... voilà. Okay. Et ça pourrait arriver non, normalement, en théorie, tout peut arriver. Mais c'est vrai que les grandes villes, et Bruxelles en particulier, sont très exposées à des plus faibles taux de vaccination parce que les villes, c'est plus complexe. Et les gens ont moins recours à un médecin généraliste. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin généraliste, donc qui ne sont pas dans cette relation de confiance avec un médecin depuis des années, vers qui ils pourront se tourner quand ils auront ces fameuses questions, ces doutes. Oui. Et donc on a une très grande proportion de la population à Bruxelles qui n'a pas de médecin généraliste. Donc le recours aux questions médicales, du coup, ça se passe via Facebook, ça se passe via Google, et ça passe très peu par un professionnel qui vous connaît, qui connaît votre entourage. Et qui va vous conseiller, quoi. Voilà. Mais après, on est aussi dans les grandes villes, on est aussi dans une culture très individualiste où on va être centré sur ses besoins, sur son ressenti, son vécu, et on va pas vraiment regarder après son voisin, sa cousine, sa famille qu'on va voir de temps en temps. Enfin, voilà, c'est un autre mode de pensée que peut-être dans les campagnes ou dans les plus petites villes. Oui, c'est un autre mode de pensée, mais c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent caractériser la vie en ville et il y a beaucoup de choses différentes qui se passent. Donc, mais c'est vrai que dans une ville, on peut éventuellement avoir des comportements plus individualistes, mais on est par définition beaucoup plus en interconnexion, en Bien collectivité, sûr. Puisqu'on est tous les uns sur les autres. Et le virus... il profite de ça. Alors que à la campagne, dans les villages, il y a plus d'espace physique entre les gens. Donc c'est paradoxal en soi. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, je crois que dans les villes, il faut faire extrêmement attention. Il faut maintenir cette espèce de devoir collectif, de se protéger soi-même, mais aussi protéger l'ensemble de la population. Et le vaccin, c'est clairement la direction qu'il faut prendre. Ok. Monsieur Smiley, est-ce qu'on peut dire que le jeûne va nous protéger du Covid-19 ? C'est joli, ça. Non. Ici, en islam, comme j'ai dit, donc Dieu, il a créé des médicaments, il faut aller chez le médecin, et il faut consulter, il faut regarder, il faut aller se faire vacciner et être un bon musulman, un bon croyant. Parce que de toute façon, dans notre société, il y a beaucoup de domaines. Et ces domaines-là, se complètent les uns avec les autres. Donc il ne faut pas mélanger, je dis, tout ce qui est culturel avec ce qui est culturel, avec ce qui est médecine, avec ce qui est économique. Je crois qu'on a besoin d'aller, manger, comme on a besoin d'aller prendre une douche, comme on a besoin... c'est la même chose. Il faut aller se faire vacciner parce que c'est important. Oui, voilà. Alors, par rapport à aux autres précautions, docteur André, il y a des questions qui me disent si on ne se fait pas vacciner, quelles sont les autres précautions que nous pouvons prendre pour lutter contre le virus ? Eh bien, si vous n'êtes pas encore vacciné... Parce qu'on souhaite que vous le soyez. Et là, le message, je pense qu'il a été suffisamment clair. Mais si vous n'êtes pas encore vacciné, je crois que ce qui est important, c'est de maintenir ces fameux gestes barrières. Pourquoi ? Parce que... il faut voir notre société comme une grande toile d'araignée où le virus circule à travers toutes les petites interconnexions. Et à chaque fois qu'on va appliquer des mesures de précaution, qu'on va être plutôt à l'extérieur, qu'on va avoir plutôt un masque, qu'on va ouvrir la fenêtre, etc., c'est à chaque fois, au lieu d'avoir un tremplin pour le virus, pour passer d'une personne à l'autre, eh bien ça va le freiner, ça va créer un marécage. Et donc le virus va moins se transmettre. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, sans avoir
des modifications fondamentales de lockdown complet, etc., où on peut agir de façon très, très efficace. Et ce qu'on fait, il y a directement un impact, évidemment, sur soi-même, mais sur notre communauté proche. Et donc, au plus dans un réseau social de personnes qui se voient physiquement, au plus on va respecter ce type de réflexes aujourd'hui, qu'on appelle les gestes barrières, mais ce sont des réflexes sanitaires, au plus on va les respecter, au plus le virus va s'éloigner, et au plus on va pouvoir retrouver ce sentiment de sécurité dont on a aussi besoin. Parce qu'il n'y a pas seulement le besoin social, il y a aussi le besoin d'avoir de sécurité par rapport à la maladie. Tout à fait, oui. Monsieur Smiley, j'avais encore une question ici. Tiens, et si une personne souhaite faire son vaccin, mais ne souhaite pas jeûner quand il va aller faire son vaccin, parce qu'il se dit je vais aller faire mon vaccin parce que c'est important, mais je ne veux pas jeûner pendant que je fais mon vaccin. Est-ce que c'est permis et comment est-ce qu'il doit le rattraper? Quelle est la priorité finalement? S'il fait comme ça, il doit jeûner 2 mois, 60 jours. Ah bon? Ah non, parce que s'il ne veut pas jeûner volontairement. Oui, mais s'il se dit le vaccin, c'est quand même important. Parce que là, le futur, on ne sait pas le savoir. C'est l'inconnu. Donc, il doit jeûner 2 mois, nourrir 60 pauvres. Ah oui, c'est sévère. Ah ouais, c'est sérieux. Et donc des fois, vous êtes sévère, des fois, vous êtes vachement cool. C'est en fonction. Non, mais ici, on ne peut pas manger parce qu'on pense que... On ne juge pas les intentions ici. Donc, c'est logique. Il faut aller se vacciner. Et s'il y a un problème, il peut stopper. C'est-à-dire que si au moment où il fait son vaccin, il fait un malaise, là, il peut stopper. Il peut, sans aucun problème, manger et se rattraper par après. Mais commencer à calculer parce qu'il cherche des excuses, en islam, on ne joue pas comme ça. C'est notre foi qui est en jeu. Donc, allez, on ne va pas... Oui, ok, je vois ce que vous voulez dire. Ok. Docteur André, du coup, par rapport à ces effets secondaires, quels sont les effets secondaires de la vaccination et quels sont peut-être les risques pour quelqu'un qui est à jeun s'il fait sa vaccination, s'il y a des effets secondaires, par exemple? Donc, les effets secondaires classiques, c'est-à-dire ceux que vous risquez réellement de rencontrer après tout vaccin. Après tout vaccin, c'est d'avoir un peu mal au point d'injection, ça arrive. C'est de s'en sentir un peu mal, un peu fiévreux, parce que notre système immunitaire s'active après quelques heures, un jour, on se sent un peu moins bien, on sent pas. Et donc ça, c'est typiquement ce qui peut arriver. Ça, ce sont des effets secondaires qui sont relativement fréquents, qui n'arrivent pas chez tout le monde, mais qui peuvent arriver. Donc il ne faut pas s'étonner si ça arrive. Et qui ne sont pas sévères du tout. C'est simplement l'effet du vaccin. Les effets secondaires qui sont beaucoup plus rares, que vous n'allez donc par définition pas rencontrer, puisque des effets secondaires de 1 sur plusieurs millions, c'est par définition quelque chose qui ne va peut-être même pas arriver en Belgique pendant toute la campagne de vaccination. Qui peut arriver, bien sûr, mais donc c'est pas ce à quoi il faut se préparer. C'est le corps médical qui doit se préparer à ça. C'est pas le patient qui doit se préparer à ça. Donc, est-ce que le jeûne, quand on est un peu plus faible parce qu'on jeûne, parce qu'on a moins de réserve au moment où on reçoit l'injection, eh bien, on peut avoir un malaise peut-être un peu plus facilement que quelqu'un d'autre. Si on doit rester dans une file au soleil pendant de nombreuses heures en attendant sa dose, admettons que ça puisse arriver, c'est vrai que quelqu'un qui est à jeun, peut-être va avoir un peu plus de difficultés. Et donc je crois qu'il faut un peu anticiper ça, mais je pense que le jeûne n'est pas une contre-indication au vaccin. Et voilà, et je crois que certaines personnes tolèrent mieux le jeûne que d'autres. Il faut aussi un peu se connaître, peut-être voir en fonction de l'heure de la journée où on va aller recevoir son vaccin. Chacun se connaît un petit peu, mais en aucun cas, je pense que ce soit une bonne idée de retarder son vaccin à cause du ramadan ou du jeûne. Non, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui disent on est à jeun. On n'est pas à jeun, on s'est réveillé le matin, on a mangé, on a 2 repas, monsieur. Donc on mange jusqu'à la dernière des minutes
Mais Donc, on a à jeun, assez. si on n'a rien dans l'estomac pendant 6 heures, on est à jeun. Hein. Donc, médicalement parlant, on est à jeun après un certain nombre d'heures. Donc, si vous avez mangé à 4h30 du matin et que vous allez faire votre vaccin à 14h de l'après-midi, vous êtes à jeun. Hein. Donc, Je techniquement. comprends. Mais voilà. on va se rattraper le soir. Mais on a Mais manger Attention, un bon petit déjeuner. oui, voilà. N'oubliez pas de mettre le réveil. Voilà, c'est ça. À 4h30, il faut bien se lever pour manger. Alors, on fait une dernière petite courte pause et on revient pour la toute dernière partie de l'émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos dernières questions concernant le ramadan et la vaccination contre le Covid-19 au 0488 106 800 sur la page Facebook de l'émission ou alors tout simplement sur mon compte Instagram, le Vlic Virginie. À tout de suite. Voilà, on est de retour dans cette toute dernière partie de votre émission Santé pour tous. On parlait de nos vaccinations respectives. Hein. On ne vous dira rien, mais voilà, on était en train de discuter parce que Monsieur Smiley, il a eu son anniversaire et il est en âge de se faire vacciner. Donc, du coup, on discutait un petit peu de ça en off aussi. Voilà, alors, on avait encore quelques questions pour les personnes qui sont vraiment, vraiment très sceptiques par rapport à la vaccination de manière générale. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Eh bien, moi je pense que quand il y a des personnes qui sont très sceptiques par rapport à la nécessité de se faire vacciner, et ça n'arrive pas seulement dans le cas du Covid, ça arrive aussi par rapport à d'autres maladies. Oui. En fait, ces personnes, elles ont le droit d'être sceptiques et quelque part de ne pas être fort impactées par le fait de ne pas prendre de ne pas être vaccinées, parce qu'elles sont justement protégées autour d'elles par toutes ces personnes qui sont vaccinées. Donc en fait, c'est un luxe de pouvoir hésiter parce que c'est quand on est de toute façon protégé si tout son entourage est bien protégé. Le risque, c'est évidemment quand des familles entières, des communautés ou des pays n'ont pas accès ou ne veulent pas. Il y a ces deux types de problèmes. Hein. Il y a certains pays. Il y a des pays qui n'ont pas accès à la vaccination. Qui n'ont pas encore accès, par exemple, au Covid. Il y a tout le continent africain qui reçoit quelques milliers de doses. Et donc, soit on n'a pas accès, donc ça c'est un autre problème. Mais quand une communauté va refuser un vaccin, mais quelque part, il n'y a plus cette protection par ses proches. Et donc, à ce moment-là, ça devient un réel problème. Si de temps en temps, une personne ne se fait pas vacciner pour une raison médicale ou pour une autre raison, ça ne va pas fort impacter l'épidémie et ça ne va pas mettre à risque toute la communauté. Par contre, si c'est toute une communauté ensemble qui va refuser ou accepter qu'à moitié une vaccination, eh bien ça laisse tout le monde en danger quelque part. En réalité, il faut vraiment penser de manière collective, quoi. C'est de se dire, si tous ensemble on se fait vacciner, on pourra tous ensemble reprendre une vie presque normale, quoi. Et je crois que voilà, ces réflexes collectifs, eh bien, ils valent dans énormément de domaines, mais ils valent aussi et surtout dans un contexte de vaccination comme celui-ci. On pense souvent aussi que ça n'arrive qu'aux autres. Hein. Moi, on se dit toujours, oui, ça va arriver qu'aux autres. Mais moi, c'est vraiment sur le terrain que je l'ai constaté dans mes consultations aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir les gens malades et les gens mourir surtout. Hein. Donc, c'est ça qui est le plus triste. Monsieur Smiley, quelle alimentation on peut privilégier au moment de rompre le jeûne, surtout si on a reçu le vaccin pendant Ramadan? Est-ce que vous savez ça? Non, je ne sais pas. Non. Quelle alimentation spéciale pour les gens qui ont reçu le vaccin, je n'ai pas. Mais l'alimentation qui est vraiment extraordinaire pour les musulmans, c'est les dattes. Donc il faut manger au moins 3 dattes et par après manger sans trop manger. Mais c'est plein de vitamines et plein de protéines aussi, les dattes. Hein, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que... Oui. Donc les produits laitiers, fromage, etc. Il faut faire attention tout simplement. Au sel pour les personnes âgées comme moi. Donc le sel est très, très méchant au niveau de la tension, etc. Sinon, tout le reste, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, moins de viande pour les gens qui sont un peu âgés, les poissons, donc il faut manger tout ça, mais ne pas trop manger non plus parce que ça ne sert à rien. Oui, donc dans l'islam, techniquement, on ne vous dit pas de rompre le jeûne avec un repas non. exagéré. On dit tout simplement, il y a un verset coranique qui est vraiment très, très, très beau. Il dit « Kulu washrabu wa la tusrifu » Mangez, buvez, mais ne gaspillez pas. Donc ça, c'est le gaspillage. Deuxième, qui est vraiment très beau aussi, « Innal mubaddirina kanu ikhwan shayatin » Donc ceux qui gaspillent, ce sont les amis des diables.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas gaspiller. Autant manger, et si maintenant on voit qu'on en a trop, il faut donner. Et il y a aussi un hadith du prophète Sassam qui parle de pourcentage. Donc il y a une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau, une partie pour la respiration. Il a dit un tiers. Un tiers. Donc voilà. Donc, et un tiers pour se reposer. Et pour se reposer aussi. Donc il faut un tiers nourriture, un tiers boisson, mais un tiers pour se reposer. Et il y a même Omar ibn Khattab qui a complété ce hadith en disant « Nous sommes une nation, on ne mange que si on a faim. Et quand on a mangé, il ne faut pas être saturé. » Et je crois que ça laisse vraiment... C'est une très bonne éducation, malheureusement les gens ne connaissent pas, mais c'est comme ça que ça marche. Bon, d'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que le 1er mai, nous ferons... c'est l'émission qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, que j'ai remplacée par l'émission de la vaccination. Mais le 1er mai, on fait une émission justement avec une diététicienne nutritionniste qui vient un peu nous expliquer comment s'alimenter durant ce mois particulier et justement de ne pas être dans l'excès par rapport à la consommation. Mais c'est vrai que si on a un état un peu grippal après la vaccination. Mais donc, voilà, il y a toujours le choix. Comme vous disiez, on est croyant, donc il faut le faire avec la bonne intention. Soit on rompt le jeûne parce que vraiment, l'état grippal nous met inconfortable et on se sent pas bien, on a envie de prendre un petit dafalgan, on a envie de manger pour se sentir mieux. Soit on essaie de patienter jusqu'à la rupture du jeûne. Et alors, au moment de la rupture du jeûne, on mange quelque chose de convenable, de nutritif, mais pas que, de quelque chose qui pourra, déjà de bien boire aussi, je pense, de bien s'hydrater, c'est hyper important pour la circulation de toute façon. Mais donc ce qu'on peut ajouter, manger frais. Oui. Donc quand vous allez acheter des fruits frais. On a la mal habitude chez nous, je dirais les musulmans, on achète beaucoup. Il ne faut pas acheter beaucoup, soyons belges. Soyons raisonnables. Comment ça, les Belges mangent pas beaucoup? Non, c'est pas qu'ils ne mangent pas beaucoup, c'est pas ça que j'ai dit. Le cliché. Non, c'est méchant ça. Donc, il faut acheter ce qu'on va manger. Parce que si on achète 3 kilos, qu'on va manger 1 kilo et le reste va à la poubelle, je ne suis pas d'accord. Donc il faut acheter frais et manger frais. Et je crois qu'on n'aura pas de problème. Après, il y a plein d'associations qui distribuent des repas aussi. En plus, quand s'il y a du gaspillage, on peut encore aller distribuer ça pour les gens qui sont en difficulté, en respectant les normes sanitaires et Covid, s'il vous plaît. Donc voilà. J'avais encore une question pour le docteur André. Est-ce que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, qui jeûnent, parce qu'il y en a qui vont jeûner, est-ce qu'elles peuvent être vaccinées? Donc... Alors déjà, première question, les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, est-ce qu'elles peuvent être vaccinées? Qui allaitent le bébé, est-ce qu'elles ont le droit d'être vaccinées? Et deuxième question, si en plus elles jeûnent, est-ce qu'elles c'est bien qu'elles se fassent vacciner ou pas? Donc aujourd'hui, la question des femmes qui sont enceintes et de la vaccination ne se pose pas encore vraiment, puisque en Belgique, on a commencé par les personnes plus âgées, donc par définition, on n'est pas encore dans ces fameuses tranches d'âge où il y a... Oui, mais si on est médecin. Si on est médecin, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'information qui nous dit qu'il y aurait des contre-indications. Quand on est en tant que médecin face à une femme enceinte, on prend toujours énormément de précautions. C'est que c'est un moment physiologique qui est un peu plus fragile, un peu différent, etc. Et donc on va toujours avoir plus de précautions. Mais en règle générale, une femme qui est en âge de grossesse, qui allait, etc., elle va pouvoir être vaccinée. Par rapport au vaccin, elle va en parler avec son gynécologue, elle va passer un coup de téléphone qui lui-même va lui donner les dernières recommandations au moment où la situation se présente. Bah tiens, est-ce que les médecins sont unanimes par rapport au vaccin? Parce que moi, j'entends quand même sur le terrain qu'il y a des médecins qui déconseillent le vaccin à leurs patients, quoi. Eh bien, les médecins, c'est comme tous les métiers. Ouais. Donc, il y aura toujours des points de vue qui seront différents. Il faut toujours remettre ces points de vue dans un certain contexte. Est-ce que ces médecins ont dit ça par rapport à un patient particulier Et puis alors, on en a fait tout un phénomène en disant que... mais donc, il faut savoir que les médecins recommandent la vaccination. On sait qu'il y a certains médecins qui doutent un peu plus. D'ailleurs, ils sont très souvent avec des millions de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Parce que justement, ça interpelle tellement de voir un médecin qui est contre, que tout le monde a envie de savoir pourquoi. C'est de la curiosité, c'est normal. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde médical est unanime, à part quelques-uns.
sur le fait qu'il faut se faire vacciner et qu'il y a derrière ça vraiment des avis consolidés, des gens qui se sont mis ensemble, qui ont réfléchi, qui ont pensé et qui ont donné ces recommandations. Donc il faut faire la différence entre des avis scientifiques, médicaux, construits et qui font le consensus dans la communauté médicale, de quelqu'un qui ne se retrouve pas dans ce consensus et qui du coup fait énormément de bruit sur des réseaux sociaux. Et voilà, il faut retourner, et je crois que c'est un peu le rôle aussi des médecins, retourner dans un mode de fonctionnement normal et avec des modes de décision qui sont normaux. On ne fait pas de la médecine sur YouTube, on fait de la médecine en discutant entre scientifiques, entre médecins, en prenant en considération énormément de choses, et on tombe d'accord. Et aujourd'hui, que ce soit en Belgique ou partout dans le monde, tous les médecins recommandent la vaccination. Et ils reçoivent des consignes, alors ils reçoivent des infos, les médecins de famille, les médecins généralistes de première ligne reçoivent des infos justement de notre gouvernement concernant la vaccination. Donc les canaux d'information pour un médecin, ils vont être la littérature scientifique, ça va être aussi ce qu'on appelle les groupes locaux entre médecins. Donc les médecins d'une même spécialité vont se retrouver régulièrement, vont échanger beaucoup d'informations. Donc il y a des groupes locaux qui existent. Il y a aussi les recommandations qui viennent du gouvernement ou de Sciensano, du Conseil supérieur de la santé, etc. Donc il y a énormément de sources d'informations différentes auxquelles a accès un médecin, et les médecins, y compris les médecins généralistes, participent aussi à ces décisions collectives qui sont prises. Donc, il y a toute une série de sources d'informations. Ce qui a été compliqué pendant un an pour les médecins qui travaillaient au quotidien, c'était d'essayer de à la fois être à jour et de ne pas aussi être surchargé par cette accumulation d'informations qui a débordé. Il n'y a jamais eu autant d'études scientifiques sur un virus. Il y a des informations qui ça part de tous les côtés. Et donc, il faut garder la tête froide. C'est plutôt ça qui est compliqué. C'est comment gérer ce flux d'informations. Et ça a été plus compliqué à certains moments. Maintenant, ça se stabilise puisque les choses très importantes, maintenant, elles sont consolidées. Alors, Monsieur Smaili, j'aimerais aussi terminer avec une dernière question pour vous. Est-ce qu'on peut dire que si les musulmans se font vacciner malgré la période de jeûne, qu'il participera justement à cette immunité collective? Et est-ce que c'est recommandé dans l'éthique du musulman justement de penser à cette immunité collective, de penser à la collectivité? Est-ce que ça fait partie de l'éthique du comportement du musulman? Oui. Donc ici, l'islam recommande déjà la prière en groupe, donc on doit être en groupe. Celui qui reste tout seul n'est pas tellement apprécié par l'islam. Et pour ne pas mettre la vie des autres en danger, c'est mieux d'aller se faire vacciner pour justement préserver, je dirais, sa santé à soi et la santé des autres. C'est une obligation. Ok, alors je vous remercie tous les deux. Est-ce que vous avez juste un dernier petit conseil pour nos auditeurs, Dr André ? Mes conseils, ça va être les conseils d'un médecin. Aujourd'hui, on reste encore dans une pandémie qui reste très active, même si on veut être le plus proche possible de la sortie. Aujourd'hui, il faut tenir bon. Il faut tenir bon de façon collective. Et donc voilà, j'encourage tous nos auditeurs, vos auditeurs à s'engager aussi dans cette voie de sortie. Je sais qu'il y a des questions. J'espère qu'on a apporté quelques réponses. Mais aujourd'hui, il faut aussi faire confiance. Et quelque part, devant un peu d'inconnu, il faut parfois faire confiance. Et aujourd'hui, je vous demande de me faire confiance. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Smaili, un dernier petit conseil pour nos auditeurs? Donc moi, c'est très simple. Je vais suivre le médecin. Allez vous faire vacciner. C'est la compétence. Voilà, ok. Merci à tous les deux, merci à tous. J'espère, chers auditeurs, que cette émission aura été d'intérêt général et que vous aurez pu répondre à vos questions, vos inquiétudes. N'hésitez pas, donc, vous pourrez retrouver notre podcast sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille, et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous les transmettrons sans souci à notre médecin et à nos spécialistes. Donc, retrouvez-nous tous les
les samedis de 14 à 16h dans Santé pour tous. La semaine prochaine, on parle de l'impact des discriminations sur la santé mentale, et la semaine d'après, donc ce sera l'émission sur la nutrition. Donc on sera déjà à la moitié du Ramadan, mais c'est pas grave, hein, les bonnes résolutions pour les 10 derniers jours. Alors je vous dis à très bientôt dans Santé pour tous.